c'est la première fois que je travaille pour une société que j'ai pas créée. Ça me va comme un gant ce job. Je ne doute pas un jour de ce que je fais. C'est intéressant d'avoir votre point de vue, mais c'est quoi votre driver? C'est le pognon, hein. Hola amigos et bienvenue dans l'épisode 153 de Silicon Carnet, le podcast tech picante qui pique aux yeux et aux oreilles. Mon nom est Carlos Diaz, je suis le gringo en chef de cette émission et je suis super content de vous retrouver toutes les semaines en direct de San Francisco. Cette semaine, une émission tech et élections américaines. Restez avec nous, ça commence maintenant. J'ai rien compris. Cette semaine, à mes côtés dans Silicon Carnet, Don Rodrigo Sepúlveda Schultz, le Don Diego de la Vega de la tech. Alors Rodrigo, c'était bien Ibiza ? Ibiza, c'était topissime. J'ai emmené ma fille, 18 ans et 1 mois, à Ushuaia. Ouais. Partosé avec, je sais pas combien, 55 000 personnes. On était collés comme des sardines. Et c'était vachement bien. Il y avait aussi mon fils et une copine. Et puis on a une nouvelle pensionnaire qui rejoint la bande, c'est Marie Houtier. Vous l'avez vu cet été dans le hors-série de Silicon Carnet. On va la retrouver régulièrement, elle est tellement brillante que je lui ai demandé de venir nous rejoindre dans Silicon Carnet et vous allez la retrouver tout au long de la saison. Salut Marie, ça fait super plaisir de te voir. T'as mis ta casquette LA. Tu sais que LA c'est quand même l'ennemi juré de San Francisco, quoi, en fait. Surtout les Dodgers. Mais comme c'est le podcast piquanté, je me suis dit je vais introduire un petit peu de. T'as raison. Et puis on a un special guest cette semaine, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, il est là, c'est Mathieu Nouzareth. Salut Mathieu, on est super content de t'avoir pour la première fois dans Silicon Carnet. Salut, écoute, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Tu nous appelles d'où Mathieu ? Alors moi je suis basé en Angleterre, après avoir passé 15 ans aux États-Unis, donc je viens juste de déménager. Ouais, on va en parler. Ouais. Voilà. Donc maintenant ça y est, t'es à Londres. Ouais. On va parler un petit peu de ta vie, ton œuvre. On va faire une sorte de mini bio parce que je sais pas si les gens te connaissent. T'es un vieux de la vieille, hein. T'es comme Rodrigo, quoi. Tu fais partie de cette équipe de Zorro, quoi, en fait, de la première époque du digital en France. Et t'as un parcours assez incroyable. Et aujourd'hui, tu travailles chez The Sandbox. Après un parcours entrepreneurial, on va en parler tout à l'heure dans l'émission. C'est une nouvelle saison de Silicon Carnet qui démarre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et surtout à nous écouter chaque semaine. Le podcast en audio reste encore au-dessus de la vidéo, c'est assez intéressant d'ailleurs. Pensez à vous abonner sur YouTube en appuyant sur la petite cloche ici pour pas louper les sorties de chaque épisode et vous pouvez nous retrouver bien évidemment, comme je le disais, en podcast sur Spotify ou Apple Podcast si vous aimez écouter Silicon Carnet en faisant autre chose. J'ai fait un sondage cet été avec les membres de l'Hacienda et en leur demandant ce qu'ils faisaient en écoutant le podcast. Alors les gens m'ont répondu qu'ils couraient, qu'ils cuisinaient, qu'ils étaient dans le métro. Il y en a d'autres aussi qui m'ont dit qu'ils faisaient l'amour. Amen. Écoute, pourquoi pas, quoi, en fait, en écoutant Silicon Carnet. Je suis pas certain que ce soit la meilleure bande audio, quoi, en fait, pour ça. Tu sais, en anglais, on dit bien, if you want to spice up your private life, écoute Silicon Carnet. Exactement, c'est picante, effectivement. Et d'ailleurs, en parlant de l'Hacienda, c'est le nom qu'on a donné à la communauté des fans de Silicon Carnet. On se parle tous les jours sur WhatsApp. Il y a tout un tas de channels thématiques privés avec des experts incroyables dans chaque domaine. Les conversations sont incroyables. On a aussi des événements, des événements privés réguliers qu'on organise sur Paris pour se retrouver dans la vraie vie, parce que c'est important de se retrouver dans la vraie vie. Alors pensez à vous abonner, ça coûte 15 € par mois, c'est à peine le prix d'un non-fat hazelnut latte chez Starbucks chaque semaine. Donc il y a aucune raison pour ne pas s'abonner à l'Hacienda. Ça se passe sur Substack, je mets le lien ici. En fait, pensez à vous abonner. Alors comme je le disais, on va parler cette semaine de la Silicon Valley, bien entendu, mais élection US oblige, on va aussi parler politique. On va se poser la question de savoir pour qui roule la Silicon Valley. Cet été, de plus en plus de milliardaires de la tech ont pris le parti de Trump et ont apporté leur soutien médiatique, mais surtout financier aux candidats républicains, à tel point qu'on s'est demandé si la Silicon Valley, historiquement démocrate, n'était pas en train de retourner sa veste. Alors il y a plein de raisons qui expliquent ce switch. Je me suis penché sur le sujet et c'est passionnant et on va essayer de vous les expliquer. Et pour parler de ces élections américaines, on a avec nous Mathieu Nouzareth. Mathieu, c'est un entrepreneur français qui est bien connu. Aujourd'hui, tu es le Chief Business Officer de The Sandbox. Alors, tu vas nous rappeler ce que fait The Sandbox. C'est quoi le pitch de The Sandbox ?
Sandbox, c'est un métaverse crypto, voilà. Imagine un peu un Roblox avec notre propre monnaie en dessous. Alors ça marche ou pas? Parce qu'il y avait plein de on dit ouais, c'est génial, la techno est incroyable, ils sont en avance sur leur truc, quoi, en fait, mais il y a personne, quoi, en fait, dans The Sandbox. Non, il y a pas personne, non. Alors il y a eu un marché qui a été très 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 compliqué autour de la crypto depuis 3-4 ans, donc ça effectivement comme tout le monde. C'est Crypto Winter. Ouais. C'est Crypto Winter, c'est un peu remonté un petit peu le Bitcoin et l'Ether, mais la crypto en général, les NFT se sont effondrés, etc. Mais nous, écoute, on trace notre chemin, on continue à développer notre produit. L'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas un produit purement financier comme la plupart des produits crypto, et on est avant tout une plateforme de jeu et d'entertainment. Donc les gens viennent s'éclater et on s'en sort plutôt bien. Et plateforme de jeu, justement, on comprend pourquoi tu es chez The Sandbox, parce que d'abord, tu as vécu longtemps à New York, où tu avais créé une startup qui était géniale, qui s'appelait Fresh Planet, que je crois que tu as revendu depuis. Et Fresh Planet, c'était un éditeur de casual game, quoi, en fait, sur mobile. Le nom vous dit peut-être rien, mais vous aviez publié à l'époque un jeu que je suis sûr que tout le monde a joué à ce jeu-là. Ça s'appelait Song Pop. Ça a été un carton monumental. Tu nous rappelles, Mathieu, ce que c'était Song Pop? Alors en français, c'est ce qu'on appelle un jeu de blind test musical. Donc tu écoutes un petit morceau de musique, tu dois deviner le nom de l'artiste ou le nom du titre, et c'est un jeu social, fallait s'envoyer des défis, etc. Je vais passer une petite vidéo. Regarde, là je passe une petite vidéo pour rappeler aux gens ce que c'était Song Pop, et puis tu nous en reparles tout de suite après. Alors, Song Pop, ça a été un carton monumental. Il y a combien de joueurs sur Song Pop au top? Écoute, on est passé au top, on avait 7 millions par jour, à peu près 40 à 50 millions par mois. Et j'ai pas les derniers chiffres puisque j'ai vendu la société effectivement à Gameloft en 2018. Donc c'est un jeu qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qu'il continue à marcher très très longtemps. Ça continue encore, ça existe toujours. Ça continue. Ouais. Bah, il y a plein de jeux comme ça qui marchent des décennies et des décennies. Donc on a la chance d'avoir ce jeu. Je pense que passer partout, ça doit faire 150-200 millions de joueurs à peu près. Wow. Sur les années, j'ai pas les derniers chiffres, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Ouais. Moi, je me rappelle parce que quand t'étais aux États-Unis, on se voyait beaucoup plus régulièrement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis obligé de t'inviter dans Silicon Carnet pour te parler. Je me rappelle que tu m'avais dit que Song Pop c'était un peu une sorte de Hail Mary, comme on dit ici aux États-Unis. C'est-à-dire que Fresh Planet était sur le point de crever, quoi. Juste avant Song Pop, vous aviez lancé plein de jeux, ça marchait pas forcément, et puis t'as eu cette idée de Song Pop. Bah c'était ma 3e boîte. Et alors, j'ai fait 5 boîtes en tout en 30 ans. Et comme la plupart d'entrepreneurs, à chaque fois, je passe très, très, très proche du crash. Je pense que de la mort, ouais. Parfois plusieurs fois. Donc là, je fais le fanfaron, c'est sympa et tout. Mais quand on est dedans, c'est pas cool du tout. Et là, j'avais effectivement lancé ces sociétés. J'avais fait une dizaine de jeux. Il n'y en avait aucun qui avait marché. Il me restait 3 mois de cash. Je savais pas quoi faire. Tous mes investisseurs me disaient ferme la boîte. Et j'avais pas envie d'arrêter. Donc j'étais à San Francisco, donc juste à côté du Golden Gate Bridge, tu vois, j'étais en dessous là, le petit parc, et j'ai marché. Et en 2 heures, Crissy Field, voilà. Et j'ai marché, et en 2 heures, j'ai eu l'idée de ce jeu. Et je me suis dit, ça va nous sauver. J'ai été, pourtant je suis pas quelqu'un de religieux, mais j'ai eu une espèce d'inspiration. Touché par la grâce. Ouais, et donc je suis rentré à New York, on a développé le jeu en 2 mois et demi, ce qui est très dur à faire. Et quand j'ai lancé le jeu, on avait 3 semaines de cash, je pouvais plus payer les employés, enfin c'était un peu la catastrophe. Et on est passé de la banqueroute à un succès mondial énorme en quelques semaines. Comment est-ce qu'on passe d'entrepreneur? Aujourd'hui, t'es chez The Sandbox, c'est pas ta boîte, c'est pas toi qui l'as créée. T'as rejoint l'équipe de The Sandbox. Comment ça se passe? Non, mais moi, j'avais jamais travaillé pour quelqu'un d'autre. J'ai commencé à 23 ans ma première boîte. C'est la première fois que je travaille pour une société que j'ai pas créée. Et ça fait 2 ans, et c'est hyper intéressant de voir le point de vue de l'employé versus l'employeur. C'est vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Donc j'adore. C'est hyper sympa. Je compléterai pour te dire, tu sais, moi aussi j'ai pris un poste de. Ah oui, là tu viens de prendre un poste. Ça y est, t'as du boulot, quoi, en fait, quoi. Ouais, de CEO il y a 2 mois ici à Madrid. C'est une boîte que je n'ai pas créée, qui a 10 ans, il y a plus de 300 salariés, il y a plein de chiffres d'affaires, il y a plein de clients très gros, et une techno que j'ai pas créée, et c'est super intéressant, et ça me va comme un gant ce job. Je ne doute pas un jour
de ce que je fais. Quand j'étais entrepreneur, je doutais énormément parce qu'il y a plein de choses que j'avais jamais vues. Et là, j'ai repassé en revue, tu vois, les finances, le produit, le marketing, les RH, enfin tout, quoi. Je suis juste curieuse, est-ce que et même Mathieu aussi, et Clara s'est dit c'est intéressant d'avoir votre point de vue, mais c'est quoi votre driver? C'est le pognon, hein. Je les connais, hein. C'est le pognon, quoi. Ils en ont eu marre de plus être payés, quoi, en fait. Et puis là, tout d'un coup, on leur a proposé du pouvoir, de la possibilité de faire des trucs en étant payés. Et ça leur est jamais arrivé de leur vie, quoi. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas, les gars? Et sans risque, hein, parce que maintenant on est payé. Et sans risque. Chaque entrepreneur a un driver qui peut être différent. Il y a une partie qui est de l'argent, c'est vrai, mais il y a aussi, je pense que chacun a envie de se prouver quelque chose. C'est quelque chose de personnel, d'avoir envie de travailler sur un projet ambitieux et de réussir quelque chose. Le scale, ouais. Non, je pense qu'on a tous quelque chose à se prouver. On a tous envie. Après, c'est l'histoire de chacun est différente. Donc. Ouais, dans mon cas, ça faisait 36 ans que j'étais à Paris. Je vois que j'avais fait un petit peu le tour de l'écosystème et j'avais besoin de changer un peu. Ouais. Tu te souviens, j'avais monté un fonds d'investissement à Luxembourg, mais j'étais quand même basé à Paris. J'allais la moitié de mon temps en Californie, en 3-4 ans. Et 3 autres années, j'étais tout le temps à Londres. Et là, j'avais besoin de bouger complètement, de me faire un reboot. 1. 2, le secteur dans lequel j'opère là, c'est passionnant, quoi. Je suis dans l'état de l'art de ce qui se fait en gestion de données. Donc, on fait du data management et en IA. Moi, mes interlocuteurs, tu vois, c'est les LLM de Bedrock, on utilise de l'anthropique, enfin... on discutait avec OpenAI. Je suis à l'état de l'art, donc je continue à vivre dans le futur, que j'ai pu dire dans d'autres émissions. Vous savez quoi? Moi, je pense que vous êtes ménopausé. What? C'est-à-dire que, en fait, vous avez toujours cette envie de créer, quoi, en fait, mais vous êtes plus en capacité d'ovuler, quoi, en fait. Et que donc, vous avez toujours cette hargne et cette volonté de faire des trucs, quoi, en fait, mais physiquement, mais je le comprends totalement, la ménopause de l'entrepreneur. D'ailleurs c'est le titre du bouquin que j'aimerais écrire, quoi, en fait. Parler de la ménopause de l'entrepreneur. Il y a plein de boîtes qui ont été créées par des gens qui ont la quarantaine ou la cinquantaine, hein, des très très belles réussites. T'es pas obligé d'être un drop-out d'Harvard de 25. D'ailleurs, c'est après 40 ans que les gens qui créent des startups après 40 ans sont beaucoup plus successful qu'avant. Et surtout, à mon avis, dans le B2B. B2C, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais tu sais, quand tu penses à Rick Schmidt chez Google, il est arrivé après une carrière corporate, accompagné des jeunes entrepreneurs. C'est pas nouveau, en fait, qu'il y ait des cadres extérieurs qui arrivent. Bon, allez, les gars, on va parler de politique. C'est parti. On passe à la séquence. C'est un monothème cette semaine. On parle des élections américaines qui arrivent et pour qui roule la Silicon Valley. On en parle tout de suite dans Silicon Carnet. Go yourself. On a échangé tous les deux, Mathieu, cet été sur WhatsApp au sujet des élections et notamment du fait que la Silicon Valley penchait de plus en plus du côté républicain. Et tu m'as envoyé pas mal d'articles sur le sujet que j'ai lus de façon passionnée tout au long de l'été. Je te remercie là-dessus. Et je savais pas que tu t'intéressais autant à la politique américaine. J'étais un petit peu surpris. La politique m'intéresse en général, et puis en ayant passé 15 ans aux États-Unis, voilà, c'était intéressant. Et il faut le dire quand même, ce qui se passe aux États-Unis est extrêmement important pour le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment aura un impact pour l'Europe, aura un impact pour l'Asie, pour les entrepreneurs, pour le monde entier. Donc c'est un sujet très très chaud. Ouais. Et on va voir qu'il y a des parallèles. Moi, en travaillant sur cette émission, j'ai trouvé des parallèles intéressants avec l'Europe et la France en particulier. Alors, on rappelle les événements de l'été. Donc, en juillet, on a vu de plus en plus de leaders de la tech. Marc Andreessen, Ben Horowitz, il y a eu Sean Maguire aussi, David Sachs, bien évidemment, de The Lean Podcast, et sans oublier Elon Musk, qui a injecté de plus en plus d'argent dans MAGA. MAGA, c'est Make America Great Again, c'est le super PAC de Trump. Et Trump a choisi le très controversé J.D. Vance comme colistier, qui est en fait un ancien VC. D'ailleurs, une petite parenthèse sur J.D. Vance, parce que son parcours, il est super intéressant, et je pense qu'en France, les gens ne connaissent pas J.D. Vance. Ils savent pas qui c'est. Et je trouve que le personnage est très intéressant. Alors oui, effectivement, ça a été un VC pendant quelques années, pas non plus des dizaines d'années, il a été VC notamment dans le fonds de l'ancien fondateur de AOL, puis ensuite il a rejoint le fonds de Peter Thiel. C'est un personnage intéressant dans le parcours de J.D. Vance, et on va le voir aussi dans son côté populiste de droite. Peter Thiel,
il actionne pas mal de marionnettes du côté républicain. Mais J.D. Vance, j'en parlais notamment quand là j'étais à Burning Man avec des Américains, et il a une autre facette très intéressante pour les Américains. J.D. Vance, c'est un mec qui sort du ruisseau. Il avait d'ailleurs écrit un bouquin, Billy Hill, qui, je le montre là, qui a été un best-seller en 2016, que pratiquement tous les Américains ont lu, où il explique le parcours d'un Américain de la classe moyenne dans le Midwest américain et toute la difficulté. C'est un mec qui, sa mère était drug addict, elle était droguée, il a eu un parcours, il a fait l'armée, il était dans les Marines, ensuite il a fait Yale, donc c'est quand même une tronche, et puis et il a un parcours comme ça. Il est connu plus en tant qu'auteur, finalement, écrivain, que VC. Alors on dit oui, il est VC, donc la Silicon Valley, elle l'adore. Mais dans la tête des Américains, c'est un peu le nobody, quoi, en fait, qui est arrivé à se hisser comme ça, intellectuellement, politiquement, économiquement. Je trouvais le personnage assez intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, Mathieu, de reprendre un petit peu de distance par rapport à ce bonhomme qu'on décrit énormément, parce que c'est vrai qu'en ce moment il accumule un petit peu les boulettes, mais c'est intéressant de se pencher. Trump, tout le monde le connaît, mais J.D. Vance, son colistier, personne ne le connaît, et surtout en France. Ouais, alors il y a aussi quelque chose que les gens ne savent pas vraiment et qui pourtant est très important dans la discussion, c'est que c'est quelqu'un qui s'est converti au catholicisme en 2019. Grâce à Peter Thiel d'ailleurs, c'est sous l'influence de Peter Thiel. Voilà, et qui est devenu ce que je pense qu'on pourrait appeler en France un catholique intégriste. On va voir un peu ses idées, d'où ça vient et l'impact sur la politique américaine. Exactement. Et donc je vous propose, quand je dis qu'il fait pas mal de boulettes, je vous propose d'écouter ce petit. Ça dure 30 secondes. C'est une interview qu'il donnait sur Fox. Et voilà ce qu'il dit de la classe politique américaine et notamment des femmes dans cette classe politique. Megan, this comment that I made was actually motivated in part by a conversation I had with my wife, where, you know, she at the time had 2 babies. We hadn't yet had a third. And she was talking about how she felt this incredible professional pressure to not have kids because it set back her professional advancement. And what a weird society that we've set up where moms who want to work, the thought that a lot of them are having is, I can't have more babies because it's going to be bad for my career. How about we make the workplace more accommodating to working moms and working dads so that we can promote a real culture of life? You started your monologue, Megan, talking about how we have the lowest birth rate and basically in our history in this country, what our young moms and dads are telling us is they don't feel comfortable in this society bringing new life into the world. That is a catastrophic problem. And it's interesting when I raise this issue about we don't have enough babies, a lot of liberals and a lot of people on the left will say, well, we can just replace American children with immigrants. Well, look, there's nothing against immigrants. Obviously, I'm married to the daughter of immigrants. But if your society is not having enough children to replace itself, that is a profoundly dangerous and destabilizing thing. You look across history, that's a real problem. So I just think that we have to say, Megan, having kids is good. Being a parent changes your perspective on the world. That is not a bad thing to stand up for parents. In fact, it's the best thing. Donc voilà, vous avez entendu les propos de J.D. Vance qui sont effectivement super choquants, quoi, en fait. Il parle des femmes en politique où il explique que c'est des cat ladies, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est que la classe politique américaine est complètement envahie de femmes qui n'ont pas d'enfants et qui mettent en place des politiques qui sont à des années-lumière de ce que vivent les Américains. Alors c'est hyper provocateur, mais comme tu dis, il est devenu un catholique presque intégriste et c'est pas étonnant non plus. Mais j'ai fait un parallèle parce qu'en France, d'ailleurs, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est aussi le cas en France quand on regarde. Notre président n'a pas d'enfant, Attal non plus, et c'est exactement ce type de gens-là qu'il est en train de pointer du doigt, c'est de dire que il y a toute cette caste libérale hyper progressiste qui ont pris le pouvoir au Capitole et qui aujourd'hui font de la politique et c'est contre ces gens-là qu'ils luttent.
Ouais, ils luttent. Alors, dans l'esprit de ces gens-là, en fait, la grande peur, c'est la baisse de la natalité. Ouais, C'est ce qu'on appelle aussi en France la théorie du grand placement. Ils ont cette peur que le monde chrétien, le monde occidental, fasse pas assez d'enfants et qu'on soit envahi donc par d'autres cultures. Et donc du coup, ils disent s'il y a une baisse de la natalité, on est en danger. Et d'où vient cette baisse de la natalité? Elle vient de l'avortement et vient de la contraception. Et cet avortement et la contraception qui font baisser la natalité, ça vient du wokisme, ça vient de ces libéraux qui ont des vies un peu dégénérées. Ce qui leur fait peur aussi, c'est l'explosion de la cellule familiale qui a été pendant très très longtemps un peu l'encre des sociétés européennes. Et donc pour eux, il faut que le plus important, c'est qu'il y ait une famille avec un homme et une femme, avec des enfants. C'est pour ça même que J.D. Vance, à un moment, il dit, même si, par exemple, la femme, elle se fait tabasser par son mari, il faut quand même qu'elle reste, parce que c'est encore plus important de rester dans un couple pour créer... Ouais, on en est arrivé à ces extrêmes-là, quoi, en fait. Marie, je suis sûr que tu veux réagir à ça. Alors, juste... Ouais, j'adore le ouais. Oh. Ouais. J'ai tellement de trucs à dire, là, j'essaie de prioriser. En fait, juste, quand tu prends une vue d'hélicoptère, je pense que en ce moment, l'humanité est un peu stuck quand même. Il y a un peu des gros soucis sur la répartition des rôles. Et ça, c'est au-delà des États-Unis. Et donc, en fait, si tu veux, le monde essaie de soustraction et d'addition. Mais concrètement, on a soustrait aux hommes ce rôle de provider avec le fait que les femmes sont indépendantes, à juste titre, indépendantes financièrement. À l'échelle de l'humanité, ça fait 2 minutes qu'on est indépendant financièrement. C'est très récent. Sauf qu'on a soustrait ce rôle-là et on n'a pas donné de nouveau rôle. Par contre, les femmes, on n'arrête pas de leur rajouter des trucs. Faut être carriériste, faut continuer à être très présente à la maison, faut continuer à repeupler, faire en sorte que la Terre... repeupler la planète. Repeupler la Terre, la planète, et effectivement rester a priori à la maison, même si t'es victime d'abus domestiques, ce qui est complètement ahurissant. Et en plus, on vient de nous rajouter maintenant, il y a pas très longtemps, je viens de voir que les femmes étaient plus likely de dépenser leur propre argent quand elles en avaient gagné pour sauver la planète. Alors là, moi, franchement, je dis stop. Ça suffit les conneries. Déjà, c'est super dur pour nous de lever des fonds. C'est super dur de réussir financièrement. Tout est super fucking dur. Moi, j'ai 2 enfants, donc je peux dire que je sais très bien de quoi je parle. Et en plus, maintenant, il faut sauver la planète et puis il faut faire d'autres trucs. Donc, je pense qu'il y a juste plein de vrais problèmes que ni les démocrates ni les républicains arrivent à adresser conjointement. Mais aujourd'hui, faut quand même se poser la question, ces questions de natalité. Je pense que c'est des questions qui sont valides. Mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, tu sais que il s'est défendu de ses propos et finalement, ce que tu es en train de dire, c'est exactement sa défense. C'est-à-dire qu'il dit que effectivement, si on a des cat ladies, qu'en fait, c'est parce que justement, on demande aux femmes d'assumer une carrière en plus de justement d'avoir de s'occuper d'une famille, d'avoir des enfants et tout ça, et que c'est pas possible. Il dit et donc en quelque part, vous vous rejoignez un petit peu dans sa défense. Ouais. Après, il a demandé à ChatGPT, fais-moi une réponse qui passe bien, ou il a appelé ses potes Peter Thiel qui lui ont dit de se convertir au catholicisme 2 secondes avant. Donc, si tu veux, à un moment donné, tu peux avoir des bonnes réponses. Mais je pense que, en fait, sa réponse, elle est vraiment intéressante, en l'occurrence, parce que, il faut dissocier aussi, il faut arrêter d'associer ce genre d'idée. C'est pas lui qui catalyse toute cette pensée. Il y a plein de gens qui parlent de ces problèmes. Et donc, en fait, je pense que vraiment, il y a plein de gens très intelligents, d'ailleurs, qui s'expliquent de manière extrêmement nuancée sur ces vrais problèmes. Il y a des vrais problèmes. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est un peu stuck dans ce truc où on n'a pas réparti les rôles correctement et puis il y a plein d'hommes qui sont en dépression. Je propose qu'on revienne un petit peu dans la Silicon Valley et j'aimerais bien avoir votre point de vue sur ce lieu de la Silicon Valley, San Francisco en particulier, qui a toujours été le chantre du libéralisme et du progressisme et très démocrate. Il a commencé à pencher sur ce discours beaucoup plus conservateur. Qu'est-ce qui explique, selon vous, tout d'un coup, cet engouement pour Donald Trump et son colistier J.D. Vance? Je pense qu'il y a d'abord, alors j'ai beaucoup réfléchi à ça. J'ai trouvé il y a beaucoup de raisons différentes. C'est un peu une coalition de parcours différents qui se retrouvent là-dedans. Il y a la première chose qu'on peut dire, il y a quand même un clivage assez traditionnel entre la gauche et la droite sur les aspects économiques. Et effectivement, Trump veut réduire les impôts.
Kamala Harris veut plutôt les augmenter. On va un peu parler de ça. Elle veut augmenter l'impôt sur le revenu de 2%. Elle veut augmenter l'impôt sur les plus-values, de les faire passer d'un taux préférentiel à un taux qui s'aligne sur l'impôt sur les revenus. Et alors, elle veut surtout, ce qui a fait beaucoup couler d'encre, et à mon avis, c'est ça qui est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase chez les gros vicis, les gens très riches. Elle veut faire une impôt sur les plus-values latentes. Qui est assez compliqué. Là, on revient aux pigeons. C'est exactement le problème. Il faut que tu refasses les pigeons, ouais. Sauf que les pigeons aux US, c'est ça. Voilà, faut que tu refasses de pigeons aux États-Unis. Et c'est intéressant de savoir déjà pourquoi Kamala Harris veut mettre cet impôt sur les plus-values latentes. Moi, je suis plutôt opposé de principe à faire des impôts sur des plus-values latentes. Je trouve que c'est pas très juste. Mais explique, Mathieu, parce que pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire de l'impôt sur les plus-values latentes? Alors, ce qu'elle veut faire, les gens connaissent par exemple l'ISF en France. C'est-à-dire, vous payez un impôt, ça s'appelle un impôt de stock vis-à-vis d'un impôt de flux, et un impôt de stock, vous payez sur ce que vous avez. Alors là, sur ce que vous possédez, c'est un petit peu différent. Elle veut mettre un impôt sur l'augmentation de votre fortune. Et donc, si vous avez 100 millions une année et que l'année suivante, vous passez à 110 millions de fortune, vous allez payer 25%, c'est son projet, sur les 10 millions d'augmentation, donc 2,5 millions. Sauf que cet argent-là, cette augmentation de votre capital latent, il est virtuel et il n'est pas réalisé, quoi. C'est-à-dire que il n'est pas réalisé, donc t'as pas forcément l'argent pour payer ces impôts. Alors, il y a quand même 2 points. Le premier, c'est qu'elle veut limiter aux gens qui ont une fortune de plus de 100 millions de dollars. Ce qu'on appelle les centimillionnaires, et il y a pas beaucoup de gens. J'ai regardé, il y a 30 000 personnes dans le monde qui ont plus de 100 millions, dont 10 000 aux États-Unis. Donc ça toucherait 10 000 personnes aux États-Unis, mais probablement sur ces 10 000, il y a énormément de partenaires de la Silicon Valley, des firmes. Ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas. Sur les 10 000, il y a peut-être 8 000 qui sont dans la Silicon Valley. Il y a 5 000 milliardaires dans le monde, dont 1000 aux États-Unis, donc voilà, ça touche 11 000 et 68 personnes. à San Francisco, rien qu'à San Francisco. Ouais. Pourquoi elle veut faire ça? D'abord, c'est très limité, donc ça touche vraiment les centimillionnaires. Et deuxièmement, pourquoi il veut faire ça? C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que les super riches, les très très riches, en fait, ils empruntent énormément d'argent. Alors ils empruntent parce qu'ils font des arbitrages entre des taux d'intérêt et puis des investissements qu'ils peuvent faire ailleurs, mais surtout, ils empruntent en mettant en collatéral des actifs qu'ils ont, par exemple des actions. C'est comme ça que Musk a racheté Twitter. Ils ne payent jamais d'impôts, en fait. Ils font qu'emprunter contre des collatérales. Et donc, les démocrates se disent comment on peut aller forcer un peu les gens à payer des impôts quand ils ont un moyen détourné, en fait, de pas en payer. Donc, c'est ça un peu le projet. Donc, je pense que ça braque un peu la Silicon Valley, ça braque effectivement ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que les partenaires des très grands fonds de capital risqueurs aux États-Unis sont milliardaires souvent. C'est vraiment des gens qui sont extrêmement fortunés, et donc ça les braque un petit peu. Je pense que ça explique aussi ce revirement récent. L'administration Biden a aussi été assez agressive vis-à-vis de ce qui s'appelle la Big Tech. Ils ont voulu faire pas mal de procès sur le antitrust, etc. Donc je pense que ça a braqué pas mal le monde de la tech. Ben justement, il y a eu un ralliement qui a fait énormément de bruit, c'est celui de Elon Musk, bien évidemment. Et côté Musk, on comprend le ralliement à Trump, alors que Musk était pas un grand fan de Trump. On se rappelle ses positions lors de la présidence de Trump. Il considérait que Trump était un idiot, et il le disait, quoi, en fait. Mais c'est vrai que depuis que l'administration Biden est au pouvoir, il y a eu un acharnement sur la personne de Elon Musk, et notamment de ses entreprises, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils ont exclu Tesla du programme national sur les véhicules électriques. Ça paraît quand même complètement taré, mais c'est le cas, quoi, en fait. Alors la raison, c'est probablement que Tesla n'est pas syndiqué, et que les démocrates comptent énormément sur les syndicats pour peser sur les entreprises. Mais la date, et j'en viens à toi, Marie, parce que tu t'étais au cœur du réacteur quand ça s'est passé. Il y a eu un changement du côté démocrate quand Musk a pris les manettes de Twitter. C'est vraiment là où ils se sont dit, là, il faut vraiment qu'on se fasse la peau de Musk, quoi, en fait, parce que, et là, il y a eu une déferlante de tout un tas d'enquêtes fédérales. J'en ai listé quelques-unes, vous les retrouverez dans les notes de l'émission. Là, ils sont sur Musk parce que, soi-disant, qu'il est en train de construire au siège de Tesla une maison secrète qui s'appelle le Project 42, et qui serait, ils auraient utilisé bien évidemment l'argent de Tesla pour fabriquer cette maison somptueuse, et donc il a un juge sur le dos sur ça.
On leur reproche aussi de ne pas embaucher des réfugiés chez SpaceX, alors qu'en fait c'est assez hypocrite parce que SpaceX est sujet à des règles très strictes en matière de citoyenneté. Parce que c'est une entreprise d'importance nationale pour la sécurité. Bref, il y a toute une liste comme ça, je vais pas la faire, quoi, en fait. Mais j'ai l'impression, moi, que le déclencheur, ça a été vraiment quand quand Musk a mis la main sur Twitter, Marie. Ouais, alors moi je suis pas spécialiste de Musk, à part le fait que j'étais employée suite à l'acquisition de ma startup par Twitter au moment du rachat et j'étais en Californie à cette époque-là. Donc j'ai vécu tout de l'intérieur. Par contre, juste moi, ma perspective, c'est que je voulais pas du tout être associée à ce mec-là, donc je suis partie après que j'ai lu la manière dont il s'est comporté. J'ai pas lu sa biographie, donc j'ai pas de nouvelles infos. Il y a plein de gens qui se connaissent. C'est vrai cette histoire comme quoi il avait changé l'algorithme de Twitter pour faire en sorte que ses tweets arrivent en premier dans le feed. Oui, parce qu'il a pas supporté que le tweet de Biden ait plus d'engagement que le sien le soir du Super Bowl. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Et typiquement. En fait, moi, je comprends. Et donc, il a appelé les développeurs, il leur a dit, il faut changer l'algo, il faut que mes tweets arrivent en tête, c'est ça? Mais oui, enfin, en fait, ils ont envoyé un message à tout le monde pour dire toutes les personnes qui veulent aider, mettez un thumbs up. C'était vraiment ce genre d'ambiance dans la boîte qui est drôle, en fait. Enfin, si c'est pas à pleurer, c'est quand même dictatorial au possible. Et pourtant, donc moi, je trouve ça assez étonnant, pour être tout à fait honnête. Moi, je pense que j'étais très déçue quand je me suis rendu compte que la SEC n'a rien fait pendant le process de rachat. Parce que juste pour le contexte, et ça je peux le dire, c'est que la boîte Twitter a failli pas se faire racheter jusqu'à la dernière seconde. Les gens ont oublié ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout fait pour essayer de sortir du deal. Ouais. Et c'est quoi, il a compris qu'il était en train de faire un mauvais deal, ouais. Bah, c'était très clair. Si tu veux, juste pour être super clair, il a quand même fait une offre de rachat à $54 la share, sachant que, en fait, notre valeur devait être indexée plus ou moins sur la valeur de Snapchat, et Snap était autour de $8 parce que c'est complètement effondré. Donc, on valait à peu près 8 à $12. Il a acheté ça $54 la share. Donc, moi, je trouve ça tout à fait normal. Mais t'es content, toi, t'avais du stock, quoi. T'as fait du pognon, moi, là. Je suis ravie. Moi, je remercie Elon. C'est pour ça que tu me demandes parfois si je le déteste. Bah, il y a une partie de moi où je l'aime beaucoup. Donc, si tu veux, il faut aussi comprendre que il y avait tout un contexte avant. Donc moi, ma perspective, c'est que j'ai pas compris pourquoi la SEC n'a pas fait quoi que ce soit quand en fait il était en breach of agreement la seconde où il a commencé à s'exprimer publiquement sur des détails complètement privés de discussions qu'il avait au board pendant le rachat. C'était fantasque et absurde. Et de l'extérieur, c'est assez drôle et c'est super divertissant et c'est un show hollywoodien. Mais de l'intérieur, c'est très bizarre quand t'as quand même Elon Musk qui répond par un emoji caca au CEO de Twitter, tu vois, un mec de 38 ans, Parag Agrawal, qui essaye de négocier publiquement. Donc tout ça est très normal qu'aujourd'hui. Moi, ça me fait marrer. Hein. Moi, je trouve. Moi, je vais pas pleurer sur les mecs ces enfants gâtés chez Twitter qui ont vécu et qui étaient grassement payés et qui avaient un boulot génial. Quoi, en fait, ils prennent un caca, ils prennent un emoji caca. Il y a des choses plus graves dans la vie, quoi. En fait, moi, très honnêtement, ça me fait marrer, quoi. Justement, parlant du Bitcoin et des cryptos, je pense qu'il y a aussi, parce que, bon, Musk, c'est assez évident son ralliement pour Trump. Et ce qui était beaucoup plus surprenant, en tout cas pour moi, c'est de voir Mark Andreessen, qui était un ancien démocrate, qui s'était positionné d'ailleurs comme démocrate, Ben Horowitz un peu moins, qui sont les general partners de ce fonds ultra puissant dans la Silicon Valley qui s'appelle Andreessen Horowitz, et 16Z, et de voir ce ralliement tout d'un coup de ces gens-là à la cause de Trump. Ils ont fait un podcast où ils ont clairement expliqué pourquoi est-ce qu'ils se rallient à Trump. Une des raisons, c'est d'ailleurs les crypto-monnaies, quoi. C'est que ces gens-là ont investi énormément d'argent sur le monde de la blockchain et les crypto-monnaies, et que Biden a complètement sabordé et savonné la planche, quoi, en fait. Ce qui fait que leur investissement, là aussi, il faut toujours aller regarder aux États-Unis où est l'argent, quoi, en fait, quoi. Non, c'est vrai que on peut pas dire que l'administration Biden soit très copain des crypto-monnaies, c'est plutôt l'inverse. Et là, effectivement, je pense que pour parler de S16Z, c'est le ralliement à Trump est un ralliement peut-être purement économique, purement d'intérêt pour le fonds, avec effectivement les impôts, avec le Bitcoin. Après, il y a aussi d'autres personnes qui sont ce qu'on appelle les single issue voters aux États-Unis, donc qui votent pour un candidat ou l'autre, mais juste sur un sujet. Ils s'en foutent de tout le reste. Ils veulent juste savoir si
quelle taxe il va imposer sur le Bitcoin, quelle position il a sur le conflit israélo-palestinien, et sur il se fout de tout le reste, en fait, et il s'en fout de tout le reste. Donc voilà, et sur le conflit israélo-palestinien aussi, ça a créé une onde de choc très importante dans la communauté juive américaine, notamment chez les entrepreneurs qui sont habituellement démocrates. Et là, les démocrates, notamment l'aile gauche démocrate, est assez pro-Palestine, voire pro-Hamas. Et là, ça a créé pas mal de remous aussi. Je pense que ça pousse certains entrepreneurs du côté plutôt Trump. C'est une industrie, effectivement, économiquement, et quand on regarde la liste des sujets que la Silicon Valley a sur la table, crypto-monnaie, l'IA, bien évidemment, il y a la régulation, il y a eu un décret de Biden sur le sujet de l'IA qui a été très controversé. Là, maintenant, il y a une loi, même en Californie, portée par des démocrates, bien évidemment, qui est encore plus punitive que même Thierry Breton, quoi. En fait, aurait pu le faire. Ça s'appelle la SB 1047. Je vous renvoie d'ailleurs à notre newsletter où j'en parle. Ici, voilà. Il y a une frustration générale à l'égard de l'administration Biden dans des domaines très variés, que ce soit la fintech, la biotechnologie, l'énergie, l'intelligence artificielle. Donc, on comprend effectivement que, la Silicon Valley peut difficilement aller supporter les démocrates parce que ça serait effectivement scier la branche économique. Alors, la place de la morale là-dedans, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les Américains, la morale, ils sont pas drivés forcément par des sujets, les sujets de la morale, comme en France peut-être. Non, c'est les sujets chrétiens ou catholiques qui vont les driver beaucoup plus, clairement. Ouais. Alors, le torchon brûle entre la Silicon Valley et les démocrates, ça fait déjà depuis un petit bout de temps. C'est pas ce revirement, en fait, quand je me suis penché sur la question, en fait, il date pas de la semaine dernière, il date pas de cet été. En fait, ça date des élections de 2016, quand Clinton et Trump étaient candidats. En fait, il y avait une frange plutôt radicale du côté des démocrates qui sont mis à accuser Facebook. L'origine, elle est là, quoi, en fait. Elle est avec Facebook d'avoir fait basculer l'élection en faveur de Trump. Mark Zuckerberg s'était défendu d'ailleurs de ça publiquement, et je pense que d'ailleurs qu'il avait raison. Facebook n'a pas cherché à favoriser Trump en amplifiant les fake news. C'est juste que les équipes de Trump, elles étaient beaucoup plus habiles à manipuler l'algorithme de Facebook que ne l'étaient les équipes démocrates à l'époque. Et effectivement, ils ont propagé des fake news sur le réseau Facebook. Et ça a coûté cher en fait à la Silicon Valley, parce que les démocrates, qui étaient des alliés de la Silicon Valley, et la Silicon Valley qui était alliée des démocrates, tout d'un coup se sont retournés un petit peu. Ils en ont voulu de cette élection de Trump et ils ont pointé du doigt les plateformes, les médias sociaux, et en plus ça coïncidait aussi avec l'arrivée de Musk à la tête de Twitter. Donc ça date pas d'hier cette histoire-là. Et on a l'impression, je sais pas ce que tu en penses Mathieu, que depuis ces élections de 2016, la Silicon Valley, elle a plus d'alliés à Washington, quoi. En fait, elle a perdu son alliance avec les démocrates à cause de ça. Et puis après, Trump a été viré de Twitter, de Facebook, etc. Et elle a perdu aussi son allié. Une possibilité d'alliance avec les républicains. Et donc, on a l'impression d'avoir une Silicon Valley sans tête. Et moi, c'est comme ça que je l'analyse, quoi. C'est depuis 2016, il y a plus de connexion, en fait. Ouais, il y a une rupture. Effectivement, il y a une cassure. Je pense que il y a plus que ça aussi. J'essaie de réfléchir à ça. Ce qui s'est passé aussi en 2017, c'est le mouvement MeToo. Et ça a été aussi un moment où les femmes ont pu s'exprimer sur le sexisme, sur les abus dont on sont victimes. Et je pense que inversement, ça a pu pousser certains hommes un peu dans des retranchements. Comme le disait Marie tout à l'heure. Ouais, comme le disait Marie tout à l'heure. Et quand on regarde, par exemple, aux États-Unis, chez les 18-29 ans, le vote, la différence entre les hommes et les femmes sur leur penchant politique, elle est énorme. Les femmes votent majoritairement démocrates sur ces tranches d'âge, et les hommes majoritairement, j'ose pas dire conservateurs, on va dire plutôt MAGA. Et je pense qu'il y a aussi, c'est arrivé en 2007, et je pense que ça a aussi amplifié ce phénomène. Donc, il y a pas mal de choses qui sont arrivées en même temps. Je pense qu'il y a eu aussi le Covid
le Covid, c'est un moment où des gens aussi ont changé. Il y a eu des ruptures dans l'esprit des gens. Il y a eu des gens, vous vous rappelez du confinement. Il y a des gens qui sont devenus ultra anti-confinement. Le vaccin, il y a des mecs qui sont devenus ultra anti-vax et qui sont passés aussi du côté du complotisme, etc. Et donc il y a tous ces éléments-là qui sont qu'entre 2016 et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses en fait dans nos sociétés. Un complément d'info, on reproche beaucoup l'élection de Trump grâce aux réseaux sociaux, mais personne ne reproche l'élection de Barack Obama en 2009 grâce aux réseaux sociaux et à Facebook. Vous vous souvenez, l'un des cofondateurs et cadre d'historique, Matt Coller, qui est parti ensuite chez Benchmark, a fait toute la campagne sur les réseaux sociaux d'Obama, et c'est ce qui a permis l'élection d'Obama. Ça veut dire que si tu maîtrises la technologie, les médias sociaux et la technologie, tu peux gagner les élections américaines. C'est la clé qu'en fait, c'est celui qui maîtrise le mieux ces algorithmes qui gagne l'élection américaine. Et encore une fois, Marie, toi, tu es au cœur du réacteur, donc je suis sûr que tu as vu ça. Comment est-ce que ces équipes-là se sont emparées en fait de ces médias sociaux pour gagner chacun les élections, autant les démocrates que les républicains? Bon, en fait, il y a plein de sujets là-dedans, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder peut-être The Social Dilemma sur Netflix, qui explique vraiment ça et qui explique aussi la genèse de Cambridge Analytica, qui était la boîte anglaise qui a fait un test à Trinidad et Tobago, un pays que personne ne regardait vraiment, en essayant de diffuser auprès de la population certains messages pour voir s'ils allaient faire changer d'opinion des gens qui sont au milieu. Et donc, en fait, après la même technique, puisque ça a très bien marché, ils se sont dit, tiens, on va faire la même technique aux États-Unis, et c'est ces fameux swing states, ceux qui sont au milieu et qui sont, ou pas forcément, la Floride, je crois, est un des plus gros swing states, donc parfois démocrates, parfois républicains. Ils se sont dit, tiens, on va passer des messages loyaux aussi. Après, c'est du marketing pur et simple, et en fait, c'est de la répétition, et c'est terrible parce que bien sûr que psychologiquement, ça fonctionne. En fait, plus on passe un message, au début, on peut le rejeter, après, on y est habitué, on y est familier, et en fait, on se dit, c'est pas si grave. Et donc, il y a un vrai phénomène psychologique qui s'appelle habituation, en anglais, qui est utilisé dans la publicité, dans tout un tas de choses, qui fait que on minimise des propos qui sont en fait horribles quand on les a assez entendus. Ou ce que vous disiez tout à l'heure, alors Trump 2, c'est pas si grave, alors qu'il y a quand même eu l'incident du Capitole. En l'occurrence, c'est pour cette raison-là que Trump a été donc viré de Twitter et de Facebook. Il avait 89 millions de followers sur Twitter. Quand il a été supprimé, ça a été un énorme débat. En interne, c'est intéressant ce qui se passe en fait quand tu es dans une boîte. On était peut-être 7000 employés à peu près à ce moment-là. Évidemment que tout le monde n'est pas démocrate, contrairement à ce que les gens imaginent. Il y avait plein d'employés de Twitter qui étaient républicains et qui se cachaient pas pour en parler. Donc, quand même. Plus que ce que les gens imaginent, parce que c'est un pays, en fait. Ils se taisaient, quoi. Ouais, mais aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que tu peux savoir, parce que quand tu fais des donations politiques, tu vois à qui tu donnes, et quand tu regardes quand même à qui donne, par boîte, tu vois que chez Apple, chez Facebook, chez tout le monde, c'est 80% démocrates. 20%. Oui, mais parce que républicains. Pour en revenir aussi à votre sujet tout à l'heure de single issue voter, c'est vrai ça. Ça veut dire que si tu veux, par exemple, Schwarzenegger, c'était un républicain pourtant, c'est un des républicains qui a le plus fait. En fait, c'était un centriste. Je te remercie pour ta franchise. Il a fait énormément pour l'environnement. Il a fait plein de trucs. L'environnement. Par contre. Ouais, donc en fait, il y a plus cette nuance parce que pour revenir au sujet qui est le nôtre, c'est que les positions sont maintenant radicalisées. Chacun est d'un côté, il y a plus de centre, et c'est un peu vrai en Europe aussi, malheureusement. On voit ça aussi en Autriche, en Pologne, en France. L'hypercentre a explosé, ouais. Macron a explosé l'hypercentre, ouais. Ouais, et tout ça est lié à l'avènement des réseaux sociaux qui diffusent des messages parce que les messages sont plus clivants. Quand on est de l'eau tiède, ça marche moins bien, les gens cliquent moins. Et donc en fait, tout est lié. Je voudrais rebondir sur un truc qu'a dit El Gringo. C'est pas si tu maîtrises la technologie. Pour citer un ancien type célèbre, le lait, c'est le temps de cerveau disponible. Le temps de cerveau disponible n'est plus devant la télé et le média, mais devant le petit écran, devant le téléphone, devant TikTok, devant Instagram, devant les réseaux sociaux. Donc si tu maîtrises, en fait, là où les gens passent du temps, c'est là où tu fais le truc. Un autre commentaire sur Marie, moi je trouve intéressant que tu dises, c'est pour ça qu'il a été viré de Twitter et de Facebook, des sociétés privées, qui sont censées policer la vie politique publique américaine. Trump n'a toujours pas soumis ses déclarations d'impôts, alors qu'il a quitté The Office il y a 7 ans. On les a toujours pas, alors que c'est censé le faire. Et il a toujours pas été châtié pour le 6 janvier, l'insurrection du Capitole. Et d'ailleurs, un juge la semaine dernière a dit qu'il est amnistié parce que tant qu'il était en fonction, quoi qu'il ait fait, ça tombe sous l'amnistie.
Et quand on rajoute à ça, en fait, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que après cet épisode-là, justement, de la prise du Capitole, de la tentative de la prise du Capitole, il y a eu énormément les boîtes de la Silicon Valley, notamment les Facebook, les Snap, les Twitter, les X, etc. Maintenant, ont essayé de faire. Ils ont été convoqués devant le Sénat, devant le Congrès, et on les a vus expier leurs fautes, quoi, publiquement. Et ils ont, et je pense que ça a été très douloureux, notamment on se rappelle de la gueule de Mark Zuckerberg à l'époque. Et ça n'a rien changé, c'est-à-dire qu'on a continué à les conspuer. Donc ils ont essayé de faire un peu les enfants dociles en disant bon bah peut-être qu'on n'a pas tout fait bien, quoi, et demander pardon devant la société américaine. Mais ça n'a rien changé. Et je pense que ça aussi, ça les a mis en colère. Et puis on rajoute maintenant sur les fake news cette Gen AI qui est là. Je vous montre là des images qui ont été récupérées, qui apparemment sont attribuées justement aux équipes de Trump, qui met en scène Taylor Swift, avec des fans de Taylor Swift, avec des posters de Taylor Swift qui appellent à voter pour Trump, ce qui est assez dingue, quoi, en fait, parce qu'on Taylor Swift, c'est la hantise de Trump, Taylor Swift. Si jamais elle appelle à voter Kamala Harris, elle peut faire basculer l'élection. Elle est capable de faire basculer l'élection aux États-Unis. Mais ce que dit Marie, c'est que si on répète ces images-là, et aujourd'hui on en a la capacité à la fois de les créer de façon pratiquement instantanée et de les diffuser de manière énorme, il y a des gens qui pensent que effectivement Taylor Swift appelle à voter Trump. C'est ça qui est dingue, quoi. En fait. Ouais. Oui, en fait, je pense qu'il y a un point qui est super important. La répétition fonctionne, et surtout chez les gens qui ont plein de problèmes et qui n'ont pas le temps de challenger la source de données qu'ils reçoivent. Et donc, en l'occurrence, les populations vulnérables, ce sont des gens qui travaillent en plus parfois 2 jobs pour payer leur sécurité sociale et qui n'ont pas le temps d'aller s'instruire. Ils vont pas aller lire 15 sources New York Times. Non, ils regardent ce qui se passe, ce que leurs voisins postent sur Facebook, et en fait, c'est la vérité. Alors, il y a un truc dont je voulais évoquer avec vous, parce que je trouve ça très intéressant dans la Silicon Valley, c'est que comment est-ce que Trump est devenu une sorte de Che Guevara, quoi, en fait, pratiquement, quoi, en fait. C'est taré de dire ça, mais en fait, c'est cool de supporter Trump tout d'un coup dans la Silicon Valley. C'est quand même assez taré de se dire ça, quoi. En fait, hier, dans la Silicon Valley, personne pouvait même évoquer le fait d'être républicain. C'était un peu honteux. C'est vrai que c'était honteux. Ouais, c'était honteux. Ouais. Et maintenant, c'est devenu pratiquement cool d'être pro-Trump. Les gens, la parole s'est libérée. Alors c'est vrai en France aussi avec le Rassemblement national. Avant, personne n'avouait voter Rassemblement national, et aujourd'hui la parole. En Allemagne, bien sûr. Non, c'est un phénomène mondial où l'extrême droite monte un peu partout. C'est vrai. Alors, les républicains, ils ont aussi comme cible la Californie, qui pour eux est vraiment le nid de woke absolu, quoi. En fait, c'est le Sodome et Gomorre des démocrates. Je vous propose d'écouter Peter Thiel, encore une fois, ce penseur populiste républicain de droite pro-Trump, qui parle de la Californie. Ex-PayPal aussi, ouais. Ex-PayPal, bien évidemment, qui fait partie de la mafia PayPal. Et il compare la Californie avec l'Arabie Saoudite. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Je vous propose de l'écouter, et on se retrouve tout de suite après. The crazy thing about California is, there's always sort of a right-wing or libertarian critique of California that, it's such a ridiculous place. It should just collapse under its own ridiculousness, and it doesn't quite happen. The macroeconomics on it are pretty good. 40 million people, the GDP's around $4 trillion. It's about the same as Germany with 80 million or Japan with 125 million. Japan has 3 times the population of California. Same GDP means 1/3 the per capita GDP. So there's some level on which, California as a whole is working, even though it doesn't work from a governance point of view. It doesn't work for a lot of the people who live there. And the rough model I have for how to think of California is that it's kind of like Saudi Arabia. And you have a crazy religion, wokeism in California, Wahhabism in Saudi Arabia. Not that many people believe it, but it distorts everything. And then you have like oil fields in Saudi Arabia, and you have the big tech companies in California. And the oil pays for everything. And then you have a completely bloated, inefficient government sector. And
and you have sort of all sorts of distortions in the real estate market, where people also make lots of money, and sort of the government and real estate are ways you redistribute the oil wealth or the big tech money in California, and it's not the way you might want to design a system from scratch, but it's pretty stable. People have been saying Saudi Arabia is ridiculous. It's going to collapse any year now. They've been saying that for 40 or 50 years, but if you have a giant oil field, you can pay for a lot of ridiculousness. I think that's the way you have to think of California. Donc Peter Thiel qui compare la Californie à l'Arabie Saoudite, une seule religion en Arabie Saoudite, le wahhabisme, et en Californie le wokisme. Alors pour lui c'est une religion, hein. C'est vraiment ça. Une seule économie, le pétrole en Arabie Saoudite, la tech en Californie, un gouvernement complètement con dans les deux cas et un marché de l'immobilier complètement absurde, délirant. Alors son parallèle, il marque en fait, il est intéressant, il marche. Les Américains, ils écoutent ça, ils se disent putain mais ouais, il a raison quoi. En fait, on n'a pas envie de devenir l'Arabie Saoudite quoi. Peter Thiel, il est super fort. Franchement, c'est un des mecs, j'ai énormément d'ambivalence à son égard parce que c'est un des mecs qui m'a le plus inspiré quand j'ai lu Zero to One, et je trouve qu'il s'exprime super bien. Par contre, je suis pas du tout d'accord avec aucune de ses idées, mais il le dit d'une manière tellement convaincante, c'est tellement dangereux, je trouve, qu'on a envie de dire carrément, il a raison. Oui, parce qu'on a pensé que Trump, c'était que des bandes de débiles. Et en fait, non, il y a des gens très, très intelligents qui sont ralliés à Trump et qui parlent beaucoup mieux que Trump, quoi, en fait, quoi. Oui, alors justement, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, il y a cette notion, les milliardaires de la Silicon Valley pensent qu'en fait, ils vont contrôler Trump parce qu'ils sont plus intelligents que lui. Et donc ça, c'est une erreur qu'on retrouve chez tous les régimes autoritaires, où t'as quelques personnes qui se disent, bon, ça va être ma marionnette, comme George Bush à l'époque. Avec Dick Cheney qui en fait tirait toutes les ficelles, avec Halliburton qui est quand même la société d'exploitation depuis le pétrole qu'il a récupéré en Irak. Comment ce mec n'est pas en tôle? Enfin, il y a tout un tas de trucs assez intéressants. Ces dynamiques, elles se répètent, où il y a un groupe de personnes qui pensent pouvoir manipuler quelqu'un de vraiment intelligent. Halliburton qui était investi par Carlyle et qui était géré par James Baker III, qui était le ministre de Bush père, ex de la CIA. Enfin, on est dans un espèce de complexe de pouvoir américain. Ouais. C'est des scénarios hollywoodiens incroyables, mais au final, ce qui est important de noter, c'est quand même que Trump n'est pas en prison aujourd'hui, malgré ce qu'il a fait, malgré des preuves très très claires d'incitation à la haine, de choses criminelles. Les documents secrets qui sont censés ou confidentiels, qui sont chez Bernard Lago. Enfin, la liste est hallucinante. Et je peux poser une question parce que c'est une question que je me suis posée. C'est quoi le wokisme? C'est quoi woke? Vous n'êtes pas un homme. Ah non. Et je trouve que c'est une question assez difficile. Alors j'ai regardé quand même sur Wikipédia. Le woke, c'est la croyance qu'il y aurait des injustices structurelles qu'il faudrait corriger. Alors je me dis bon bah ça me paraît pas être problématique. On est tous woke alors à ce moment-là quoi. On est tous woke. Ah oui, voilà, moi je suis woke. Presque tous. Enfin, en tout cas ici on est tous woke. Non mais c'est un gros mot chez les conservateurs quand t'es woke. Oui mais c'est une pour insulte. moi je pense que l'idée de base elle est très intéressante. Le problème c'est qu'est-ce qu'on en a fait. C'est pas tu peux dire la même chose du communisme. Et je sais de quoi je parle. Et pour moi le wokisme est devenu une sorte de nouvelle forme de maoïsme. C'est-à-dire que c'est une révolution culturelle, et ce qui moi me dérange dans le wokisme, c'est pas l'idée initiale qui est effectivement très honorable, c'est ce qu'on est en train d'en faire, c'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser cette idée-là pour transformer le passé et notre histoire et modifier en fait le passé, et d'ailleurs ne rien inventer sur l'avenir. Quand tu écoutes les woke et la frange la plus radicale, elle passe son temps à vouloir modifier le passé, elle ne propose rien comme projet d'avenir. Et c'est ça qui est assez gênant, et ça devient une doctrine qui partait certainement d'un très bon sentiment et qui devient très dangereuse parce que... Oui, elle est en train de déboulonner les statuts de Thomas Jefferson, qui est un des pères fondateurs des États-Unis parce qu'il avait des esclaves. Entre autres, voilà, elle demande aux blancs de s'agenouiller devant les noirs, quoi, en fait, pour leur demander pardon, alors que ces gens-là n'ont strictement rien à voir avec ce qui s'est passé avant. À ce moment-là, moi, si tu veux, je m'appelle Diaz. Diaz, l'origine de Diaz, c'est Diaz Irae, quoi. En fait, c'était un inquisiteur horrible espagnol qui a dû trucider une quantité d'indigènes d'Amérique du Sud absolument colossale. Moi, je me sens pas du tout responsable de ce truc-là, quoi, en fait. Mais le woke va m'expliquer que non, t'es peut-être pas responsable, mais tu es le fruit, finalement, tu bénéficies aujourd'hui davantage dans la société que tu hérites de tes ancêtres, et donc du coup tu dois en payer la dette, quoi, en fait, quoi. C'est ça qui met
met les gens à bout, quoi, en fait. C'est-à-dire donc il y a une forme de révolution culturelle, quoi, en fait. C'est exactement ça qui est dangereux. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une Silicon Valley qui est divisée. Je sais, on peut penser, vu de l'extérieur, qu'elle est en train de pencher côté Trump. En termes de nombre, je pense qu'elle reste majoritairement, moi je vis ici à San Francisco, les gens sont majoritairement démocrates, encore. Sauf que c'était difficile pour eux de le dire tant que Biden était le candidat démocrate. Moi je le sentais, ils étaient là. Moi je suis démocrate, mais je peux pas endorser, quoi, en fait. Je peux pas, apporter mon soutien aux démocrates quand on voit Biden qui est papa gâteau, quoi. Mais je pense que la majorité reste encore démocrate. Mais c'est vrai qu'il y a un courant libertarien qui était complètement inaudible dans la Silicon Valley et qui aujourd'hui devient audible de plus en plus. Là, je vous montre une photo où il y a 4 personnages clés, quoi, en fait, et qui montrent la division, en fait, de la Silicon Valley. On a d'un côté Vinod Khosla et Reid Hoffman qui continuent et qui défendaient d'ailleurs Biden même à l'époque où il était candidat, et qui aujourd'hui, bien évidemment, se sont ralliés à Harris. Et puis de l'autre côté, Musk et David Sacks qui eux ont pris le parti républicain et à suivre sur Twitter leur joute verbale. Ah ouais, c'est assez phénoménal. Je vous propose d'écouter David Sacks, ce qu'il dit notamment des démocrates. Ça en dit long sur le personnage et ça en dit long aussi sur la haine qu'ils ont de ce parti démocrate et de ce qu'il représente. Put it plainly, the Democratic Party is a collection of interests who want to remain in power. The Democratic Party is the party of government. Its goal is to allocate money and power from the government to the collection of interests who back the Democratic Party. In other words, it's basically a collection of interests who want to loot the republic. Well, obviously, no one's going to vote for that. So they have to make it about something else. They choose a figurehead. They talk about how this is about saving democracy. They basically invent hoax after hoax, lie after lie to basically maintain their power. And I think what's happened is the mask has come off. The whole shell game has been revealed. It's obvious that Biden was always a puppet for these interests who are hiding behind him. And now it's all being exposed. Alors David Sacks, vous le regardez sur All In Podcast. Marie, elle me dit, moi je peux plus regarder All In Podcast, c'est plus possible, je peux plus écouter, quoi, en fait. Non, mais je regarde pas, mais parce que après j'ai fait une overdose et puis après c'est aussi des gens très caricaturaux, je sais pas si c'est comme ça, caricatural. Non, j'ai pas. En fait, je leur donne pas de crédit dans le sens où si tu veux, ça dépend ce que tu admires chez les gens. Si tu cherches du succès, c'est que des gens c'est des fortunes énormes. Donc, tu peux dire, mais quand même, ils ont fait de l'argent. Donc, si c'est ça qui compte pour toi, tu vas trouver que c'est des génies. Après, moi, leurs commentaires, je trouve pas géniaux. Par contre, Mark Cuban, la réponse de Mark Cuban, que tu vas peut-être passer aussi, je la trouve énorme. Elle est so spot on. Elle est exactement ce que je pense. Alors, on écoute Mark Cuban. Mark Cuban, on l'explique. Mark Cuban, c'est un entrepreneur. Il a été dans le monde de la tech. C'est aussi le propriétaire des Dallas Mavericks, une équipe de basket et c'est un personnage médiatique. Il fait partie de Shark Tank, qui est une sorte de qui veut être mon associé aux États-Unis. Donc tout le monde le connaît. Et voilà ce que dit Mark Cuban à propos justement des tech bros de la Silicon Valley. Well, watching what's happened in Silicon Valley is insane. Right. It's not so much a support thing, it's more like a takeover thing. Trying to put themselves in a position to have as much control as possible. They want Trump to be the CEO of the United States of America, and they want to be the board of directors that makes him listen to them. It's to the point now where they feel like they should control the world, right? And that there should be a CEO in charge of everything. But because they have a good photo app? Because they're rich as right? You know, it's just like you get to that point sometimes where I think they've lost the connection to real world. Voilà, Mark Cuban qui s'en prend à ses collègues, quoi, en fait, de la Silicon Valley. Marie, ça te fait réagir? Ça me parle parce que je pense que c'est ce que moi j'ai ressenti quand j'étais là-bas. En fait, j'avais l'impression d'être entourée de gens qui étaient complètement hors sol, qui ne s'intéressent à rien que la tech, que leur intérêt financier, qui ne contribue en rien à l'élévation de la société selon moi. Moi, je trouve pas que ce soit un plan d'élévation de la société de se dire on va se barrer sur Mars, on va suck up the planet, on va foutre plein d'émissions carbone et puis après, en fait, c'est pas tout le monde qui va se barrer sur Mars, c'est juste
1% de la population, ce seront les plus riches. Ouais, c'est ça. Non, et Peter Thiel qui s'est construit un bunker en Nouvelle-Zélande, tous ces trucs-là, c'est très cohérent. Et en fait, c'est pas du tout des gens que je trouve inspirants. Et Mark Cuban, ça me fait marrer parce que lui aussi, il remarque qu'ils sont complètement tarés. Donc, moi, j'avais peur quand j'étais dans la Silicon Valley. Et pendant un moment, je me disais, mais il n'y a que moi qui vois ça. Et en fait, pas du tout. Mais on se pose la question. Ouais, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est ça qui me fait chier aussi, c'est que j'ai l'impression que vu de l'extérieur, tout le monde pense que la Silicon Valley est alignée en fait sur ses discours, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Moi j'y suis et je pense que la Silicon Valley, alors il y a plus cette peut-être fragmentation qu'il y avait avant dont Rodrigo parlait, mais la majorité des gens, je rentre de Burning Man, hein, donc c'est pas ces gens-là quoi, en fait quoi. C'est mais sauf que ils ont renoncé à la parole publique quoi. C'est ça qui est intéressant et on a laissé complètement le champ libre à ces personnages assez détestables. Bon, alors maintenant ça change parce qu'il y a Kamala Harris, c'est la nouvelle candidate, et j'ai l'impression que c'est en train de tout changer. C'est-à-dire que là, il y a un réveil complet des démocrates. Je montre les sondages, elle remonte en flèche, la gazelle. Elle est en train de tailler. Une remontada assez impressionnante. Ah ouais, de tailler les shorts de Trump. Elle est même passée devant au dernier sondage. Et tout d'un coup, on sent que même ici dans la Silicon Valley, c'était ça ce qu'il fallait, quoi. Il fallait une Kamala Harris, il fallait un personnage comme ça pour rallier les troupes et relever de l'argent parce qu'elle en a besoin, ou en tout cas garder l'argent qu'elle avait déjà, que Biden avait réuni, puisqu'il n'y avait que la vice-présidente qui pouvait, sinon ils étaient obligés de rendre l'argent et relever à nouveau. Et on n'est pas loin des élections, donc il restait pas beaucoup de temps. Mathieu, un commentaire là-dessus. Kamala, c'est le bon candidat. C'est clairement le bon candidat, c'est-à-dire qu'ils sont passés avec Biden pratiquement 0% de chance de gagner à 50%. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tirer à pile ou face. Peut-être qu'elle a un tout petit peu d'avance. On va voir ce qui se passe il reste 60, 65 jours, donc c'est plus beaucoup. Mais c'était ce qu'ils pouvaient faire de mieux, c'est sûr. Donc ils ont eu raison et tout le monde doutait de Kamala Harris avant qu'elle soit nommée. Hein, y compris les grands démocrates, y compris Obama, y compris tout le monde, et finalement ça s'est très bien passé. Donc c'est un petit miracle pour les démocrates. Oui, et vrai. Trump a la frousse de Kamala Harris, hein, ça c'est évident. Il a peur d'aller l'affronter. Il a pas le langage, il a pas l'attaque, il sait pas comment faire. Il a passé 1 an, 2 ans à préparer son attaque sur Biden. Tout était bien huilé, etc. Ça marchait bien. Et là, il se retrouve avec quelque chose de complètement nouveau. Il sait pas, il sait pas comment faire. Il a pas beaucoup de temps. Donc je pense qu'ils sont quand même un peu, je dirais pas en mode panique, mais ils sont en mode inquiet. Bon, on voit bien que vous avez envie que Kamala Harris passe, moi aussi, mais je suis pas aussi confiant que vous, quoi, en fait. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Je suis sûr qu'ils vont être très nombreux parce que c'était une émission politique. Donc je lis tous vos commentaires sur YouTube et j'essaie d'y répondre. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous êtes de plus en plus nombreux, je le disais, à regarder cette émission. Ça me fait super plaisir. Merci aussi à mon équipe, sans qui je pourrais pas faire cette émission. Baptiste, salut, coucou. Hello. C'est lui qui fait tout l'editing. Et il fait un travail remarquable. La semaine prochaine, notre invitée, ce sera Julie Owono. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une femme absolument incroyable, géniale. C'est la directrice d'Internet sans frontières. Elle a fait partie de l'Oversight Board de Meta. Et justement, on va parler ensemble de liberté d'expression, de liberté de l'information, de fake news, de tout un tas de choses comme ça et des dangers qui pèsent sur Internet et aussi que Internet fait peser sur le monde et notamment les démocraties. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Hasta luego, amigos. Pensez à vous abonner. Bye bye.